bouge pas. Professionnalisme. Ouais, t'as vu, c'est Voilà. Bonjour. Voilà notre hommage quotidien, annuel effectué à Jeanne d'Arc. À Jeanne d'Arc, ça me permet de rester quelques minutes avec vous pour filer pour notre discours, enfin mon discours et ceux d'un certain nombre de responsables. Discours du 1er mai, évidemment destiné aux travailleurs, mais également particulièrement cette année à la jeunesse, qui a payé un prix très lourd cette année du fait des restrictions sanitaires, un prix très lourd sur leur cursus, un peu très lourd sur leurs projets d'avenir, sur leurs perspectives professionnelles, sur leurs projets familiaux. Et donc j'effectue cette année un discours où je fais toute une série de propositions spécifiquement pour la jeunesse. J'ai un amour et une admiration absolument sans borne pour Jeanne d'Arc. Voilà, et je pense que dans un moment où le fatalisme frappe beaucoup de nos compatriotes, elle est un incroyable exemple. Elle est un incroyable exemple pour la jeunesse. Et voilà, je pense qu'il est important aussi que nous conservions ces traditions et que nous rappelions aussi pour que la jeunesse de France retrouve le goût de s'aimer elle-même, que nous leur apportions précisément les exemples de héros, de héroïnes qui ont démontré par leur courage, par leur pugnacité et par leur immense patriotisme qu'on ne doit jamais céder au fatalisme. Mon axe de campagne est un triptyque sur lequel je vais appuyer l'ensemble de mon projet. La protection, la projection et la transmission. J'aurai évidemment l'occasion dans l'année qui vient de pouvoir développer auprès de vous quels sont les actes, les propositions, les mesures que je suis en train de travailler pour pouvoir développer ces triptyques. Et dans un an, vous reviendrez ici dans l'entre-deux-tours? Bien sûr. Je crois que je viens ici depuis que je suis si petite que je ne me souviens pas une année où je n'étais pas là en fait. Donc bien sûr je continuerai jusqu'à ce que Dieu me prête vie, si vous voulez. Je vais encore dire que la dernière fois j'ai dit prions pour que ces mesures sanitaires s'arrêtent. Les journalistes en ont conclu que je parlais aux catholiques, vous voyez, bon, voilà. Si vous voulez, moi je me réjouis, hein, évidemment, que ce déconfinement se profile. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'avec les mêmes chiffres, on déconfine, alors qu'on a confiné avec exactement le même niveau de circulation du virus. Donc je n'arrive pas à comprendre cela, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne territorialise pas les mesures, c'est-à-dire que on n'a pas libéré depuis déjà des semaines des territoires où la circulation du virus est très basse. Je ne comprends pas pourquoi on ne met pas en place en parallèle pour éventuellement prévenir une nouvelle circulation avec de nouveaux variants les mesures d'anticipation comme la surveillance des eaux usées. On ne fait rien. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas une grande action de la part du gouvernement d'investissement dans la recherche, un investissement majeur pour trouver des traitements, parce que je pense qu'il y a la vaccination, on s'en réjouit, mais qu'à côté de cela, on se doit de trouver des traitements au cas où demain un variant par exemple puisse ne pas être contraint par le vaccin, ou si on a besoin de vacciner à nouveau. Voilà, j'ai du mal à comprendre. Si vous voulez, c'est toujours depuis le début de cette crise sanitaire, on a l'impression que le gouvernement prend des décisions qui sont arbitraires et qu'il prend ces décisions en jouant au dé, quoi. Ça donne voilà. même des perspectives. Ah oui, bien sûr, mais tout le monde est très heureux, évidemment,
d'envisager de pouvoir à nouveau sortir, pouvoir à nouveau aller au restaurant, dans les commerces, refaire du sport. Évidemment que c'est un motif de réjouissance. On s'étonne d'ailleurs qu'il n'y ait aucun élément sur le port du masque en extérieur. Peut-être c'est un oubli de la part du gouvernement, mais encore une fois, on s'étonne de cette réouverture sur la base des mêmes chiffres sur lesquels on a décidé la fermeture. Bon, mais je ne cherche plus à comprendre, je crois que je suis comme beaucoup de Français, je ne cherche plus à comprendre qu'est-ce qui est la base et le socle des décisions du gouvernement dans ce domaine. Je crois que le Rassemblement national s'est toujours exprimé pour dénoncer le danger que pouvait représenter le comportement de M. Erdogan pour la liberté des peuples. Je pense qu'il a du mal aujourd'hui à cacher quelle est son ambition. Son ambition, c'est effectivement une ambition expansive. C'est une ambition qui vise à s'appuyer sur la diaspora turque dans beaucoup de pays pour pouvoir développer l'islamisme qu'il soutient, qu'il finance. On l'a vu à Strasbourg avec l'association Miligorus qui est très active et qui recherche partout des financements qu'elle trouve, et là c'est ça le plus inquiétant, auprès de nos collectivités territoriales et auprès aussi de l'État, puisque M. Castaner a lui-même financé Miligorus à hauteur de 20 000 €, je crois, en 2019. Si nous mettions en œuvre la loi contre l'islamisme que nous avons proposée, eh bien on ne pourrait plus opérer ce genre de financement, on pourrait contrer les associations comme Miligorus et donc par définition contrer les velléités de M. Erdogan. Si vous voulez, je pense qu'à partir du moment où l'Union européenne a mis en place il y a de nombreuses années maintenant des mesures de sanctions qui ont frappé ce qui était tout à fait inhabituel dans l'histoire des députés russes, et notamment je crois le président, jusqu'au président de la Douma russe, on peut difficilement s'étonner que la Russie, dans une forme de réciprocité, considère que les dirigeants de l'Union européenne n'ont pas le droit de venir non plus sur leur territoire. Enfin, et pour le coup, la Russie n'est pas à l'origine des sanctions personnelles qui ont été décidées, c'est l'Union européenne qui est à l'origine. Je pense moi d'ailleurs que c'est une erreur, je l'ai toujours dit. Le meilleur moyen de sortir d'un conflit, c'est de discuter et particulièrement de laisser les élus du peuple pouvoir se rencontrer. L'interdiction faite à certains députés russes, au président de la Douma, de venir sur le territoire de l'Union européenne, évidemment, était un acte d'hostilité, y compris, je pense, un acte d'hostilité à l'égard de la diplomatie, qui est tout de même une des clés, normalement, de résolution de ces conflits. Moi, je pense que la France, si elle avait des relations qui ne soient pas soumises aux interdictions de l'Union européenne, aurait très certainement la possibilité de s'assurer que M. Navalny a accès à une défense libre, accès à des soins, et je regrette que par cette interdiction, la France ne puisse pas, probablement, par sa diplomatie, s'assurer de cela. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, c'est que chacun puisse avoir accès à une défense de qualité, la choisir librement. Et évidemment, nous sommes attachés à l'intégrité physique des prisonniers dans quelque pays que ce soit. Et ce sont des considérations qui doivent faire l'objet d'une attention particulière. Depuis le temps que je suis dirigeante du mouvement, et même avant que je sois présidente, je peux vous dire qu'il existe toujours des tensions lors des investitures aux élections régionales, et particulièrement quand vous avez évidemment beaucoup de sortants, c'est normal. Il faut faire des choix, et par définition, quand on fait des choix, eh bien, il y a des gens qui sont mécontents des choix que vous faites, et puis d'autres qui sont très heureux, mais ils parlent moins peut-être. Donc il y a eu bien sûr quelques personnes qui ont été mécontentes, mais je n'ai pas reconnu à la lecture d'un article récent, je n'ai pas reconnu les débats qui ont eu lieu lors de la commission d'investiture. Oui, on a fait le choix bien sûr du renouvellement, mais on fait aussi le choix de l'évaluation. Ce que vous voulez que je vous dise, à chaque élection, on voit qui a fait bien son travail de conseiller régional, qui s'est investi dans ce mandat de conseiller régional, qui ne s'est pas investi, qui a fait preuve de ses compétences, qui n'en a pas fait preuve. Et puis il faut faire de la place aussi au rassemblement. C'est bien beau de réclamer le rassemblement, mais il faut aussi accepter de faire un peu de place pour ceux que l'on rassemble. Il y a également, bien sûr, une place importante qui est accordée à la jeunesse. Vous savez que le Rassemblement national a toujours misé sur la jeunesse. Il n'a jamais eu
à le regretter. Évidemment, Jordan en est d'ailleurs la démonstration, mais pas seulement lui, David Racheline, Julien Sanchez, Marion Maréchal et bien d'autres. Et donc, nous devons aussi faire de la place aux jeunes pousses du Rassemblement national qui seront les dirigeants de demain. C'est un bilan qui ressemble beaucoup à ce que j'avais prévu lors de la campagne présidentielle. C'est un bilan dramatique et c'est un bilan qui doit faire réfléchir les Français. Car il est évident que si Emmanuel Macron, pour le plus grand malheur de la France, était amené à effectuer un deuxième mandat, le chaos serait absolument général. Ce serait le saccage social, celui qu'il n'a pas encore réussi à totalement mettre en œuvre, même si il s'est bien avancé sur ce projet. Ce serait la purge fiscale, car l'Union européenne va évidemment réclamer maintenant la mise en œuvre des mesures qui ont été suspendues par la crise du Covid. Ce serait la continuation de la vente à la découpe de la France et de nos grands groupes, de nos grandes puissances industrielles qui a déjà démarré depuis qu'il est ministre de l'économie. Donc il serait dans ces conditions-là, il ne serait pas limité par une nouvelle élection, par un nouveau scrutin, puisqu'on ne peut se présenter que 2 fois, et en tout cas on ne peut être présent que 2 fois, et donc ce serait catastrophique. Nous venons de vivre 4 ans de chaos, de désunion, de fragmentation. C'est un mandat de violence, et particulièrement, il faut bien le dire, de violence à l'égard du peuple français, et c'est la raison pour laquelle je suis convaincu que je serai élu président de la République. Elles sont si dérisoires par rapport au mal qui a été fait au pays, par rapport aux orientations mondialistes qu'il a accélérées, qu'il ne restera du mandat d'Emmanuel Macron que cette impression, encore une fois, de désunion, de destruction. Moi, je veux être la présidente de la paix civile et du Rassemblement national, voilà, et de l'Union nationale. Et il y a beaucoup à faire pour retisser ce qu'Emmanuel Macron a consciencieusement déchiré pendant 4 ans. Madame, s'il vous plaît, voilà. Attention au véhicule. Madame, Madame Le Pen, merci madame. Geste barrière là. Plutôt bien respecté. Si on veut. Madame Le Pen, s'il vous plaît. Madame Le Pen. Disons que c'est pas pire que quand le président de la République se déplace. Bon. Madame Le Pen. Donc, comme il n'y a de valeur que d'exemple. Paris, s'il vous plaît, s'il te plaît. Cool. Allez, déroule. Vous serez peut-être bientôt en Arménie ou au Liban. Peut-être. Vous êtes très attendu, madame. Peut-être.